Alors, bonsoir déjà à tout le monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis M. Ismaïla Mustafa, chef service adjoint BEX Import au CNCC. Alors, on va parler du BEX, qui est le bordereau électronique de suivi de cargaison, et comment l'obtenir ici. Voilà le plan de mon exposé de manière succincte. On va commencer par la définition, les bases légales qui encadrent le BEX, les documents à fournir, le BEX à l'importation, le BEX à l'exportation et les frais de délivrance. Alors, pour commencer, le BEX est un document qui permet de suivre le trafic en provenance ou à destination du Cameroun. Il couvre les besoins statistiques de valeur, d'identification, de contrôle de coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce, ainsi que du trafic de marchandises en provenance ou à destination de la République du Cameroun. Donc là, c'est les différents arrêtés qui encadrent, n'est-ce pas, le BEX au Cameroun. Alors, comment faire pour avoir le BEX au CNCC? Nous avons des documents à fournir, le connaissement, le BL, la facture commerciale, l'attestation de fret et le VGM de la convention SOLAS. Mais dans le cas échéant, comme on a des difficultés parfois à avoir le connaissement à temps, la déclaration de douane est également acceptée ici au CNCC. Donc, pour faire le BEX, voici le site export.cncc.cm. Voici l'interface, comme vous pouvez le constater, que nous avons une fois que nous avons tapé ce portail. Nous avons un onglet connexion et un onglet inscription. L'onglet connexion, c'est lorsque vous avez déjà un compte à notre niveau. Et inscription, c'est lorsqu'on n'en avait pas. Et pour avoir un compte chez nous, il faut faire une demande qui sera étudiée par le directeur général. Après, il faudra juste remplir les éléments une fois cliqué. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la partie connexion pour voir comment est-ce qu'on fait le BEX au CNCC. Alors, une fois que nous avons tapé l'adresse, nous avons la page identification donc, qui apparaît. Vous allez taper le nom d'utilisateur avec votre mot de passe. Monsieur Mustafa, Oui, monsieur. je voulais juste me rassurer peut-être que vous aviez l'intention de partager l'écran. D'accord. Voilà. Voilà, ok, C'est bon, c'est parfait, c'est bon. Alors, je vais remonter pour vous montrer l'adresse du site export@cncc.ca avec l'onglet connexion sur lequel on va cliquer pour pouvoir faire notre BEX. Alors, voilà la page que nous avons une fois que nous avons cliqué sur connexion. Il faudra mettre le nom d'utilisateur et un mot de passe. Ensuite, voici l'interface utilisateur, espace chargeur, BEX, compte adhérent et crédit. Donc ici, pour créer le BEX, le chargeur va cliquer sur BEX. Une fois qu'il clique sur BEX, il a cette interface où il est obligé de mettre le numéro du contribuable et le numéro du circuit. Il clique sur recherche, ça génère effectivement le dossier à partir de la plateforme eForce. Il génère. Et je tiens à signaler ici, là, en passant, que le dossier n'est généré qu'une seule fois. Je vous expliquerai un peu plus en avant pourquoi. Et comment récupérer un BEX qui a déjà été généré, si pour une raison ou pour une autre, avec les coupures d'électricité ou les différents aléas que nous avons avec nos connexions, nous n'avons pas pu arriver jusqu'au bout de la saisie de notre BEX. Donc, une fois qu'il génère le BEX, voici la page qui apparaît. Alors, ces éléments, il les vérifie en fonction des éléments qu'il a, c'est-à-dire que déclaration de douane, BL, fiche VGM, il vérifie que tout est en conformité avec ce qui est sur ces documents physiques.
S'il y a des erreurs, il peut les corriger aisément. Il attache au niveau de PG déclaration de douane, la déclaration de douane qu'il va attacher. Si c'est le BL, nous avons ici choisi BL, PGBL, qu'il attache pour que après les validateurs du CNCC puissent vérifier l'authenticité des données à partir de ces documents-là. Ensuite, la prochaine page, c'est celle-là, qui est surtout celle qui permettra de la facturation. Parce qu'il y a plusieurs façons, plusieurs types de facturation en fonction de la marchandise. Concernant le bois, nous pouvons avoir le bois en conventionnel ou alors le bois en conteneur. Donc, le prix varie en fonction du conditionnement. Donc, c'est ici qui va mettre les différents éléments qui vont permettre à l'ordinateur de calculer la tarification du bois. Alors, ici, là, c'est un cas pour des conteneurs, les marchandises conteneurisées. Là, il n'avait qu'un seul conteneur, par exemple. Donc là, il va remettre les différentes caractéristiques du conteneur et charger les fiches VGM. Là, c'est un tableau récapitulatif de tout ce qu'il a fait. Donc, c'est ici qu'il regarde s'il n'a pas par hasard fait une erreur pendant le parcours de saisie, si tous les éléments sont conformes. Et après, il nous le soumet. Donc, un petit résumé de ce qu'il faut faire pour le BEX à l'exportation, une demande de BEX. Il faut aller sur le site export.cncc.cm. Il faut créer un compte. Il faut faire l'identification, renseigner son numéro de transaction du circuit. Les données sont chargées sur Solution à partir de la plateforme eForce. Il faut renseigner les fiches VGM par le chargeur et faire la soumission par le validateur. Pour la partie validation, elle se fait par le CNCC, c'est-à-dire que les demandes de BEC sont reçues et validées par le CNCC. Les frais relatifs sont payés par le chargeur et le BEC est imprimé par le chargeur depuis son espace. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après toute la phase que je viens d'expliquer, le chargeur a soumis son BEC au CNCC. Les agents du CNCC ont vérifié l'authenticité des différentes données. Ils l'ont validé. Une fois que le BEX est validé, il repart au niveau de l'interface de l'utilisateur qui, à son tour, va donc payer directement le BEX et pouvoir l'imprimer. Une fois qu'il a imprimé, il peut continuer ses procédures tranquillement. Donc, le mode de facturation est en fonction de la destination. C'est-à-dire que les marchandises qui iront en Afrique ne coûteront pas le même prix que les marchandises qui iront en Asie ou en Amérique, par exemple. Une autre donnée qui entre dans la facturation, c'est le conditionnement, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, puisqu'on a plusieurs types de conditionnement, les conteneurs, les véhicules, les packs et les conventionnels. Mais dans le cadre du bois, effectivement, il n'y a que le conteneur et les conventionnels. Et voici les différents frais de délivrance du BEX à l'import et à l'export. Maintenant, je tenais également à ajouter que depuis 2018, le CNC s'est inscrit dans une démarche de qualité en obtenant une certification, la certification ISO 9001 version 2015, pour pouvoir accroître la satisfaction du chargeur, optimiser les processus, gérer les performances et participer à l'amélioration continue de la qualité du service. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Moustapha, pour cette brillante présentation. Vous êtes revenu sur la procédure détaillée d'émission de BEST depuis en présentant le lien à travers lequel les usagers peuvent se connecter pour pouvoir soumettre leur BEST. Dès qu'ils ont un compte
créé sur la plateforme. Il peut se connecter et puis remplir le formulaire dédié à la demande du test. Après avoir fait cela, il paye les frais et le test, c'est ce qui le traite. Le BESC est retenu et délivré en ligne et ils peuvent l'imprimer directement dans leur compte. Exactement. Voilà. Donc, nous espérons que ça a été suffisamment clair, mais si ce n'est pas le cas, nous pensons que pendant la phase des échanges qui vont certainement être très riches tout à l'heure, les webinaristes pourront poser d'autres questions pour les clarifications. Donc, sur ce, je vais passer immédiatement la parole aux représentants du poste de police phytosanitaire du port de Douala. J'ai nommé monsieur l'ingénieur à Congo Émile, qui est un ingénieur agronome. Il est assermenté inspecteur phytosanitaire et c'est lui qui a la lourde responsabilité de gérer au quotidien le poste phytosanitaire du port autonome de Douala. Monsieur Akongo, vous avez la parole. Donc, monsieur Akongo, votre micro n'est pas connecté. Voilà, là c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde m'écoute. Bonsoir, M. Akongo. Nous vous suivons parfaitement. Bonsoir, M. Akongo. Ce soir, je vais vous faire une présentation sur le certificat phytosanitaire et ses livrables intermédiaires. Le plan de mon exposé est en 5 points. Le contexte, l'importance du certificat phytosanitaire, le cadre normatif et réglementaire, la procédure d'obtention du certificat phytosanitaire et quelques non-conformités. Dans le contexte, le bois est produit à partir des arbres. Monsieur Akongo, Oui, madame. si vous pouvez partager votre écran. Ça va? Oui, c'est bon, merci. Le bois produit à partir des arbres ou des végétaux ligneux est susceptible d'abriter les organismes nuisibles. Ce bois peut ainsi être infesté par des organismes nuisibles après son abattage. Et le risque d'infestation dans ce cas est étroitement lié à l'état du bois. Par exemple, il y a la taille, il y a la présence ou l'absence de l'écorce, il y a la teneur en humidité et l'exposition à des organismes nuisibles après l'abattage. Certains organismes tels que les champignons, les insectes lysophages sont susceptibles d'infester le bois, faisant l'objet d'échanges internationaux et d'être disséminés partout. Et par conséquent, ce bois, avec ou sans son écorce, placé dans un contexte du commerce international, constitue une filière potentielle d'introduction ou de dissémination des nuisibles de quarantaine. Ce bois est couramment exposé sous forme de bois rond, le bois scié, débité, du bois transformé, par exemple en plaquage,
Et le risque que présente ce bois peut être fonction de sa caractéristique, du niveau de transformation, de la présence ou l'absence de l'écorce, du niveau ou du taux d'humidité et aussi de l'âge. Également, l'usage auquel il est destiné. Et ce qui précède la justification du certificat phytosanitaire par le risque phytosanitaire et la prise des mesures aboutissant à la délivrance du certificat phytosanitaire est conforme aux instructions internationales et à la réglementation en vigueur au Cameroun. Et de ce fait, le certificat phytosanitaire présente une importance capitale lorsqu'il est délivré afin d'attester que les produits végétaux et autres articles réglementés satisfont aux exigences du pays importateur et que cela est conforme aux déclarations du certificat phytosanitaire. Et ce certificat phytosanitaire peut aussi être délivré pour faciliter la certification ou la réexportation. Tout à l'heure, lorsque Mme Graham parlait du certificat phytosanitaire et à l'exportation et à la réexportation, il faut noter ici que actuellement, nous faisons face à d'énormes difficultés par rapport aux faux certificats. Et cela serait certainement la bienvenue pour pour remédier à ce problème-là, parce que nous recevons actuellement beaucoup de notifications. Le certificat phytosanitaire qui accompagne le bois en conteneur ou en conventionnel destiné au commerce international, tant à l'export qu'à l'import, et même en transit, est conforme à la norme 12 et l'article 9 de la loi 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire au Cameroun. Et le certificat phytosanitaire, qui est une pièce importante dans l'alias documentaire exigée aux frontières des États avant la délivrance du bon à embarquer à l'export ou en transit et du bon d'enlèvement à l'import des marchandises. Cette disposition est conventionnelle et réglementaire et juridiquement contraignante. Je crois depuis la fin de l'année dernière, on faisait face à cette situation et la collaboration avec l'administration de douane nous a permis quelque part de régler ce problème. C'est vrai que cela n'est pas totalement résolu. Il y a certainement beaucoup de choses qui continuent, beaucoup d'échanges que nous avons avec la douane pour ne pas permettre aux opérateurs économiques de faire embarquer leur bois sans certificat phytosanitaire parce que à la fin, cela représente une non-conformité. Les marchandises arrivant à destination ou embarquent sans certificat phytosanitaire sont saisies pour non-conformité, comme je venais de le dire tout à l'heure, et peuvent être assujetties soit par des refoulements, soit par des destructions, conformément à la norme numéro 1 de la CIPV, dans la Convention internationale pour la protection des végétaux, et cela est aux frais de l'importateur ou de l'exportateur. Concernant le cadre réglementaire et normatif, il y a quelques dispositions que nous avons pu relever jusqu'ici, à savoir la norme 1, la norme numéro 1 qui est le principe phytosanitaire pour la protection des végétaux et l'application des mesures phytosanitaires dans le cadre du commerce international. La norme 12 qui est le certificat phytosanitaire, c'est une directive. La norme 13 qui est une directive pour la notification de non-conformité. La norme 15 qui parle des palettes en bois utilisées dans le commerce international. La norme 23 également qui est une directive pour l'inspection. La norme 39 qui est le déplacement de bois
à l'international. Il y a la norme 28 qui parle du traitement phytosanitaire contre les organismes nuisibles. Il y a la norme 43 qui est une norme relative à l'utilisation de fumigation comme mesure phytosanitaire. Il y en a plusieurs autres normes qui interviennent, mais nous avons relevé ici quelques normes qui peuvent être disponibles. Il suffit de cliquer NIM, vous mettez le numéro, c'est jusqu'à 44 normes. Vous avez tout ce que vous voulez pour que vous puissiez mener à bien vos activités et savoir ce que vous pouvez faire. Au niveau national, nous avons la loi de 2003, base 003 du 21 avril 2003, portant protection phytosanitaire en ses articles 9, 13, 19 et 20. Il y a le décret numéro 2005/769/PM du 6 avril 2005 portant organisation du Conseil national phytosanitaire. C'est ce conseil qui régit tout ce que nous faisons en termes de traitement phytosanitaire de produits homologués pour les traitements de bois. Le décret 2005/0770/PM du 6 avril 2005 fixant les modalités de lutte phytosanitaire. Il y a la 771 qui fixe les modalités d'exécution des opérations de quarantaine végétale. Déjà, tout ce que nous faisons au poste de police phytosanitaire, c'est beaucoup plus ce décret que nous utilisons. Et ces décrets s'appliquent sur les autres décrets, donc la 771. Et la 772 fixe les conditions d'homologation et de contrôle des produits phytosanitaires. En réalité, cette norme, on peut dire qu'elle est, ce décret, on peut dire qu'elle est commandée par la 769. Mais il faut comprendre ici que tout ce qui est fait comme traitement phytosanitaire, tout ce qui est fait comme réglementation en termes des sociétés de traitement et autres mesures relatives au traitement de bois, c'est au décret 772 que l'on retrouve ça. Nous avons également les arrêtés et les lettres circulaires. La procédure phytosanitaire est décrite en son article 6 du décret 2005/0771/PM du 6 avril 2005 portant modalité d'exécution des opérations de quarantaine végétale. En réalité, on a souvent eu des discussions concernant les procédures phytosanitaires et l'article 6 décrit exactement ce qui doit être fait. Il y a en premier lieu, il y a la conduite des inspections phytosanitaires, il y a le traitement phytosanitaire, il y a la délivrance des procès-verbaux et autres attestations de traitement phytosanitaire. On peut dire ici que on doit saluer le travail que le guichet unique a abattu pour que cela soit fait en une seule procédure, parce que les opérateurs se plaignaient beaucoup par rapport à deux demandes qui prenaient un peu de temps. Et on a réussi à avoir une demande pour deux. Il y a également la délivrance du certificat phytosanitaire. Lorsque vous observez bien ce tableau résume cet article 6 tel que je venais de vous présenter. La première colonne vous montre là les différentes activités qui sont menées dans les procédures, à savoir l'inspection, les traitements phytosanitaires, en potage s'il y en a, et puis la délivrance du certificat phytosanitaire. Et dans chaque ligne, vous allez voir chaque opération, les intervenants, l'administration qui intervient, les pièces jointes et les documents exigibles, ainsi que les observations. Au niveau des observations, nous allons voir ici que l'inspection est déjà dématérialisée.
le traitement phytosanitaire est dématérialisé. L'empotage est en cours de dématérialisation. Cette opération ne concerne pas seulement le service phytosanitaire. Et également, le certificat phytosanitaire est dématérialisé. Il y a quelques cas de non-conformité que nous relevons ici, à savoir les certificats frauduleux, les certificats phytosanitaires qui n'ont aucune validité. Et ce problème continue toujours à se poser parce que, bon, il y a toujours quelques opérateurs qui ne sont pas toujours au courant d'une information et traînent toujours à se rapprocher du service pour avoir toutes les informations nécessaires. L'ONPV délivrant les certificats phytosanitaires devrait prévoir des mesures propres à empêcher leur falsification. Ce qui fait qu'il y a certains États qui nous envoient les certificats phytosanitaires pour nous demander de confirmer si ce certificat a été délivré par nos services. Et à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, beaucoup de faux certificats sont arrivés auprès de notre service et certains même sont encore en contentieux. Dans le cas de la certification électronique, les mesures de protection contre la facilitation font partie intégrante du système électronique. Voilà pour cette raison que nous sollicitons toujours l'appui du guichet unique pour nous accompagner dans ce sens-là. Si les reprises peuvent maintenant être délivrées de manière électronique, cela va certainement régler ce problème. Et même le certificat phytosanitaire à la réexportation. En cas de signalement de défaut de conformité, l'ONPV du pays exportateur devrait prendre les mesures correctives. Les notifications d'interception de non-conformité. Le Cameroun reçoit de plus en plus de notifications de non-conformité pour les causes ci-après. Il y a le non-respect des exigences des permis d'importation, il y a les faux certificats que j'ai relevés tout à l'heure, il y a les infestations, parce que les gens qui envoient généralement leur bois sans être inspectés et certifiés par nos services, généralement envoient ce bois sans que la remanence du produit qu'ils ont utilisé pour traiter le bois est certainement dépassée, d'où les notifications d'interception par rapport aux infestations. Il y a également la présence des terres. Et en fin d'année dernière, nous avons saisi nos partenaires de Bolloré et nous avons échangé avec eux et certaines mesures sont en train d'être prises pour que les conditions soient améliorées au niveau du parc qui est à l'intérieur du port. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, merci, Monsieur Akongo, pour cette langue exposée, au cours duquel vous nous avez baladé sur les différentes étapes, les différentes procédures d'abord qui sont relatives à la certification phytosanitaire, ainsi que tous les livrables intermédiaires. Vous avez également, à la suite de cette présentation et cette procédure, insisté sur quelques règles à observer, quelques contraintes qui sont liées au respect des normes phytosanitaires qui s'imposent au traitement du bois au niveau du Cameroun. Vous avez poursuivi votre présentation en rappelant l'ensemble des process avec ceux qui sont dématérialisés, ceux qui ne sont pas encore, en invitant ou en sollicitant davantage le guichet unique pour accélérer avec les processus en cours, de tête comme ça, la procédure en cours relative à la réexportation qui amènerait a priori, qui viendrait combler en fait tout le vide qu'exploitent les fraudeurs pour produire les faux certificats dans le cadre du processus d'exploitation du bois.
Sans être allé dans tous les détails, je pense en quintessence, c'est l'essentiel de ce que vous avez dit. Et nous espérons que pendant les phases des échanges, s'il y a des zones d'ombre qui persistent dans la tête de nos webinaristes, ils pourront vous poser ces questions et que vous apporterez des clarifications. Je vais donc enchaîner avec notre cher frère, M. Atangana Mboa Thierry Gabriel, chargé d'études assistant à la Direction générale des douanes, qui aura donc la responsabilité de s'attarder sur les procédures spécifiques qui incombent à la Direction générale des douanes dans le cadre de l'exportation de bois. Monsieur Atangana, vous passons la parole. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, nous vous Bonsoir à entendons tous. très bien. Bonsoir à tous et merci de me passer la parole. Bon, je partage d'abord l'écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Nous avons la présentation à l'écran. Oui, c'est bon pour nous. OK. Bon, je vous avoue que ce n'est qu'hier que j'ai su exactement sur quoi je devais vous entretenir parce que j'avais préparé un document où je ramassais à peu près toute la procédure. Bon, je vais vous entretenir tout à tout sur les formalités préalables. Là, je ne vais pas m'attarder dessus parce que les administrations compétentes nous ont déjà suffisamment éclairés. Ensuite, la mise en douane de la cargaison à exporter, la déclaration en détail, proprement dite, la procédure de scanning des marchandises conteneurisées, l'exploitation des images associées à la déclaration en détail et enfin la procédure d'embarquement. Bon, s'agissant des formalités préalables, l'inscription au fichier des exportateurs, l'immatriculation au registre de commerce du crédit immobilier, l'inscription au fichier des contribuables, la déclaration d'exportation, l'inspection physique du bois, le contrôle phytosanitaire, la domiciliation bancaire et la licence d'exportation, qui sont toutes des formalités préalables à la déclaration en douane proprement dite, la prise en charge de la marchandise par les services opérationnels. Bon, je passe à la mise en douane de la cargaison exportée. Nous commençons par l'opération d'empotage. L'empotage débute par une demande d'empotage électronique via la plateforme EGUS ou une demande manuelle adressée au chef de la subdivision commerciale des conteneurs et aux services compétents du ministère en charge des forêts. Après accord du chef de subdivision, la demande est transmise au chef de la brigade commerciale en charge des empotages. Celui-ci compte au minimum 2 agents pour assister à l'empotage en présence du propriétaire de la cargaison ou de son représentant en liaison avec les services du ministère des Forêts. À la fin de l'opération d'empotage, le conteneur est scellé. Les services du MINFOF émettent un rapport d'empotage et les agents écoreurs de la brigade des empotages compétents délivrent un certificat d'empotage établi en plusieurs exemplaires et signé par l'usager, assorti de plus de vues le cas échéant. Les 10 documents indiquent notamment le lieu et la date d'empotage, la nature du bois et son cubage, le propriétaire de la cargaison, le pays de destination, les numéros de conteneurs et les numéros de plomb respectifs, etc. L'empotage des cargaisons de bois s'effectue uniquement sur les sites préalablement agréés par le ministère en charge des forêts. S'agissant du traitement des marchandises prohibées, les marchandises soumises à une autorisation par marchandise, j'entends le bois. Donc, les bois soumis à une autorisation, une licence, un certificat ou toute autre formalité obligatoire à l'exportation ne peuvent obtenir un certificat d'empotage
qu'après présentation des justificatifs d'accomplissement préalable de cette condition. Donc, si c'est un bois qui est soumis à une autorisation du ministre des Forêts, il faut la présenter au préalable. Sinon, la marchandise n'est pas prise en charge par les services. Les marchandises prohibées à titre absolu sont interdites d'emportage et d'accès au port, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre en charge des forêts. S'agissant de l'exportation des marchandises en conventionnel, dont l'exportation du bois en conventionnel, les bois exportés en conventionnel sont pris en charge par la brigade des douanes du parc à bois et les services compétents du ministère des Forêts dans les espaces y dédiés situés dans la zone portuaire. La procédure d'exportation des marchandises non conteneurisées est identique à celle des marchandises conteneurisées, à l'exception des formalités relatives à l'emportage. Parce que le fait d'emporter une marchandise implique d'autres contraintes que nous verrons plus tard, notamment le passage par l'appareil scanner, ce qui n'est pas le cas pour les marchandises en conventionnel. La prise en charge des cargaisons de bois en transit. Arrivé à l'entrée du territoire douanier camerounais, la cargaison de bois est prise en charge par les agents du poste des douanes du checkpoint frontalier qui apposent un visa sur les lettres de voiture. Le Cameroun Customs Information System, CAMSation des douanes, le transporteur est tenu d'enregistrer dans CAM6, lequel sera appuré par la déclaration d'exportation modèle REX. Donc, modèle REX, c'est-à-dire les déclarations de réexportation. La cargaison emprunte la route légale jusqu'au port d'embarquement et les lettres de voiture sont tenues d'être visées à tous les checkpoints douaniers se trouvant le long du corridor. La déclaration en détail, qui est la déclaration d'exportation, proprement dite, différente de la déclaration d'exportation qui est mise par la Société Générale de Surveillance, qui est celle-là plutôt une intention d'exporter. Là, nous sommes dans la déclaration en douane. Vous êtes sur le point de finaliser l'opération. La levée de la déclaration en détail. S'agissant du bois national, le commissionnaire en douane agréé lève la déclaration en détail d'exportation modèle EXD et exportation définitive dans le CAM6 en y consignant obligatoirement les données du certificat d'emportage et du rapport d'emportage. La déclaration en détail validée et accompagnée de l'alias documentaire requise en la matière, jointe en ligne à la dite déclaration, notamment le bordereau de taxation, le certificat d'origine, le certificat d'emportage, le rapport d'emportage, bulletin de spécification, spécification des bois, facture commerciale, domiciliation bancaire, licence d'exportation, lettre de voiture, autorisation d'exportation en cours de validité s'agissant des bois prohibés, le certificat phytosanitaire, le permis CITES s'agissant des bois qui sont protégés par le CITES, etc. Dans le cas des bois en transit, le commissionnaire en douane agréé lève une déclaration modèle réexportation dans CAM6 à laquelle il prend soin de joindre les documents délivrés dans le pays de départ, notamment la déclaration d'exportation du pays de départ, la déclaration de transit jusqu'au port d'embarquement, la lettre de voiture internationale, les lettres de voiture internationales, le certificat d'origine, les spécifications des bois, les attestations d'inspection avant embarquement des marchandises délivrées par l'organisme d'inspection implanté localement, c'est-à-dire dans le pays d'exportation, notamment le BIVAC, qui est le Bureau Inspection Valuation Assessment, qui est délivré dans le cadre des bois exportés depuis la RCA, l'attestation de vérification à l'export, qui concerne le bois exporté depuis la République du Congo. La confirmation d'inspection SGS s'agissant du bois congolais. Bon, ce document, quant à lui, est délivré localement par la SGS. Le bordereau d'expédition, le certificat phytosanitaire
et tout autre document nécessaire. Le traitement de la déclaration en détail. L'inspecteur de visite coté dans le bureau des douanes compétent procède à la vérification de la déclaration en détail en confrontant les données à celles de l'ensemble de la documentation jointe. Au terme de la vérification, la déclaration est liquidée par l'inspecteur de visite coté qui s'assure par la suite de l'effectivité du paiement des droits de sortie et autres prélèvements exigibles, le cas échéant. À l'aide de l'avis de paiement généré dans CAM6 par la liquidation de la déclaration, le commissionnaire en douane agréée procède au paiement des droits et taxes exigibles. La taxation du bois national à l'exportation. La taxation du bois à l'exportation est spécifique, contrairement au principe qui veut que la taxation s'appuie sur le prix effectivement à payer. Les valeurs mercuriales, le prix effectivement payé ou à payer. Les valeurs mercuriales de l'essence de bois utilisées pour le calcul du droit de sortie sont fixées par arrêté du ministre des Finances. La valeur imposable utilisée pour la taxation à l'exportation est obtenue en multipliant le volume de chaque essence de bois par la valeur mercuriale par mètre cube correspondante. Le taux du droit de sortie à l'exportation du bois est précisé par les dispositions des lois de finances ainsi qu'il suit. Le bois en grume est taxé à 50% en application des dispositions de la 9e de la loi des finances pour l'exercice les bois bruts en général, c'est-à-dire les bois en grume et ce qu'on appelle les bois équarris, ceux qui ont une épaisseur de plus de 15 cm. Les bois débités sont taxés à 10%. Confère article 5e de la loi des finances 2020. Ces taux s'appliquent également à l'exportation du bois vers les zones franches industrielles. En plus du droit de sortie autour de 50%, il est fait prélèvement de la surtaxe à l'exportation des bois de la position 4403 montant de 4 000 francs par mètre cube pour les essences de promotion de première catégorie à l'exception de la YUS qui est à 5 000 francs par mètre cube et 1 000 francs par mètre cube pour les essences de promotion de deuxième catégorie. À ceci, il faut ajouter les autres prélèvements obligatoires que sont la redevance informatique, le protocole, la contribution scanner qui sont essentiellement des prélèvements pour services rendus. La taxation du bois en transit. Les droits de sortie ont été payés dans le pays de départ. Parce qu'il faut comprendre que le Cameroun n'est qu'un pays de transit de ces cargaisons. La déclaration d'exportation a été mise dans le pays de départ. Les cargaisons de bois en transit ne s'acquittent que des taxes pour services rendus que sont la redevance informatique et le protocole. La procédure de scanning des marchandises containerisées, de la prise de rendez-vous. Le commissionnaire en douane agréé muni de sa déclaration en statut sortie des marchandises autorisées et de la liste des conteneurs à scanner se présente sur le site afin d'obtenir le rendez-vous scanner sur la base des précisions d'escale du navire et du booking établi par le consignataire. L'introduction de la demande d'entrée du conteneur. Après obtention du rendez-vous et paiement des droits de sortie et des autres prélèvements exigibles, le commissionnaire en douane agréé procède dans CAM6 à la demande d'entrée du conteneur à la régie du terminal à conteneur. Cette demande sera autorisée automatiquement par le système dès le couplage des images scanner à la déclaration. Accès sur le site pour scanning. Muni du ticket de rendez-vous et de la déclaration définitive, le transporteur achemine le conteneur posé sur le moyen de transport affrété à cet effet à l'emplacement du scanner. Le scanning se fait par une inspection non intrusive du conteneur à travers un balayage par rayon X dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur. Dès lors, les différentes images du conteneur capturées sont immédiatement couplées à la déclaration définitive modèle EX, D ou REX pour
par l'unité en charge du scanner est mise à la disposition des services compétents, inspecteurs des visites, bureaux d'éco-sport pour leur exploitation. L'acheminement du conteneur vers le terminal d'embarquement de la RTC. Le conteneur scanné est immédiatement acheminé vers le terminal à RTC en attente de la finalisation des formalités douanières conformément à la procédure en vigueur dans CAM6. Tout conteneur destiné à l'exportation déjà admis sur le terminal qui fait l'objet d'une demande de sortie pour quelque motif que ce soit devra à nouveau se soumettre à la procédure de scanning. En cas de rupture des plombs, un nouveau certificat d'emportage est délivré par les services compétents. L'exploitation des images associées à la déclaration. Cette phase qui consiste à vérifier la concordance des images avec les marchandises déclarées est faite par l'inspecteur de première ligne du bureau des douanes compétent. L'inspecteur qui a procédé à la liquidation, au traitement à la liquidation de la déclaration. Lorsque l'exploitation des images radioscopiques donne lieu à des soupçons, l'inspecteur des visites peut, sur le fondement des articles 98 et suivants du Code des douanes de la CEMAC, demander à faire une visite physique du conteneur sur le terminal RTC. Cette demande de visite suspend la procédure d'embarquement du conteneur suspecté. Une alerte est immédiatement envoyée au gestionnaire du terminal qui est tenu de préparer la visite physique. L'inspecteur rédige un rapport circonstancié dans le système CAM6 et procède au redressement le cas échéant. Bon, à ce niveau, il faut dire que tant que le rapport n'est pas émis, c'est un champ bloquant et la procédure d'exportation ne peut pas être finalisée. Donc, il faut absolument que le rapport soit servi dans le système informatique et qu'il soit approuvé par le commissionnaire en douane agréé afin de pouvoir finaliser la procédure. Les conteneurs importés hors du Cameroun et en transit ne sont pas soumis à la visite physique. Ils sont cependant soumis à la procédure de scanning après accomplissement des formalités douanières. En cas de discordance manifeste entre l'image et la déclaration douanière de transit, le chef de secteur des douanes du littoral le chef de secteur des douanes compétent, parce que ça peut être également dans le secteur du Sud, peut autoriser une visite physique qui se fait obligatoirement en présence du commissionnaire en douane agréé, de l'exportateur ou de son mandataire, ainsi que du représentant local de l'administration des douanes du pays d'exportation, le cas échéant. Le rapport établi à la fin de la visite est adressé aux autorités douanières du pays d'exportation. La procédure d'embarquement. En l'absence de tout blocage à la sortie de la marchandise et après vérification de l'effectivité du scanning, le bureau d'éco-sport valide le rapport de chargement sur la base de la demande introduite dans le système par la courrier. En tout état de cause, aucun conteneur ne peut embarquer sur un navire sans l'autorisation préalable du service et aucun navire ne peut quitter le port sans être muni des expéditions douanières couvrant l'exportation. L'embarquement d'un conteneur en marge de cette procédure est assimilé à l'infraction d'exportation sans déclaration et sanctionné conformément au Code des douanes CEMAC. À ce titre, les complices et les intéressés à la fraude s'exposent au même régime de sanctions. Enfin, bon, j'ai indiqué de façon globale les bases juridiques, le Code des douanes communautaires, les lois de finances et les textes réglementaires et notes de service précisant les modalités de mise en œuvre des différents textes législatifs. Je vous remercie. Allô? Oui. C'est moi ou bien on n'a pas? Monsieur J'ai Tangana. l'impression qu'on a été coupé là. Oui. Oui, oui, on vous écoute. On vous écoute. J'ai l'impression qu'on a été coupé.
Nous vous suivons parfaitement. Nous vous suivons. En fait, vous- il y a eu un problème de réseau, je crois, mais nous vous suivons. OK. Nous J'ai confirmons terminé. avoir écouté. Hein. OK. J'avais l'impression que je n'étais plus en ligne là. On vous écoutait attentivement, monsieur. OK, merci. Donc, j'en ai terminé. Bien, merci, Monsieur Atangana. On n'attendait pas moins de l'administration des douanes, comme on peut le constater de par votre présentation. Vous êtes pratiquement présent depuis la phase de dédouanement, la prise en charge, le dédouanement, l'enlèvement, l'embarquement des procédures du bois. Donc, et à chacune de ces étapes, vous avez insisté sur les actions que la douane mène, que ce soit depuis la phase de l'empotage avec le certificat d'empotage que vous délivrez, le suivi du dédouanement avec la levée de la déclaration, la liquidation et le paiement et tout ce qui va avec, et évidemment la procédure de scanning qui est effectuée par la Société Générale de Surveillance d'une part, mais sur lequel, dont les résultats sont utilisés par vos services pour confirmer les éléments de la déclaration en douane avant de procéder à la liquidation définitive et donner toutes les autorisations pour que la marchandise puisse embarquer, ainsi que les formalités d'embarquement sur lesquelles vous êtes revenu. Vous avez également rappelé pendant tout votre exposé les éléments juridiques qui encadrent votre activité en tant qu'administration des douanes au niveau des frontières dans le cadre de l'exploitation du bois. Si les organisateurs le permettent, nous allons attendre la phase des questions pour que les webinaristes qui auraient besoin des compléments d'information ou de clarification puissent poser les questions idoines. Et nous vous prions de rester connectés pour pouvoir leur apporter votre éclairage. Sur ce, nous allons attaquer les deux derniers panélistes restants. Nous avons la régie des terminals à conteneurs, notamment représenté par M. Adepi Martin, qui est le directeur d'exploitation de la structure. Il est ingénieur de génie industriel spécialiste des ports et des terminaux. Monsieur Adepi, nous vous prions de nous édifier sur les formalités qui se passent au niveau du terminal à conteneurs dans le cadre de l'exportation du bois. Monsieur Adepi. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Adepi. J'espère que je me fais très bien entendre. Oui, c'est bon. Alors, j'ai partagé mon écran. Est-ce qu'il est visible? Pas encore. Pas encore. OK. Parfait. Parfait. OK. OK. Donc, je suis Martin Adepi, justement directeur d'exploitation du terminal à conteneurs. Et donc, j'ai été sollicité dans le cadre de ces webinaires pour vous entretenir sur la procédure d'exportation, plus précisément de la phase d'embarquement des conteneurs au terminal à conteneurs du port de Douala. Et donc, j'ai rapidement préparé cet exposé en quelques slides. Et donc, le plan de la présentation sera reparti en 4 points. Il y aura une introduction et une présentation rapide de la RTC, un schéma synoptique de la procédure, et ce schéma synoptique sera développé dans chaque étape pour comprendre effectivement en quoi
correspond à cette procédure-là, et puis une conclusion. Donc, cette première page nous présente rapidement la RTC pour ceux qui n'ont pas toutes les informations. Donc, nous avons la revue terminale à conteneur qui a été lancée le 1er janvier 2020 et qui est gérée par 460 Camerounais et quelques 200 personnes temporaires. Nous avons un parc qui est constitué d'équipements, c'est-à-dire que nous avons des RTG, nous avons 4 RTG, des élévateurs à speeder, nous avons 16, des élévateurs à conteneurs vides, nous en avons 3, des élévateurs à fourche, nous en avons 5, et des tracteurs portuaires, nous avons une vingtaine. Nous avons pris également le soin de présenter rapidement à quoi ressemblait notre parc, qui est une superficie de 30 hectares, avec une capacité statique de 20 000 conteneurs. Et nous avons les capacités de branchement de 210 frigos et avec une zone de visite douane qui peut prendre 70 conteneurs à la fois. Et au niveau du parc à vide, nous avons une capacité de 500 équivalents à 20 pieds. Sur les quais, nous avons 3 portiques, une capacité d'élevage qui porte jusqu'à 40 tonnes. Et les grues mobiles, il y en a 4. Pour l'instant, il y a 2 qui sont en fonctionnement, qui sont toutes neuves, qui peuvent porter jusqu'à 120 tonnes. Et donc, nous avons également les caractéristiques des quais, c'est-à-dire une longueur de quai de 660 mètres, avec 3 postes à quai, les postes 14, 15 et 16, le tirant d'eau qui était de 7,5 mètres. Après le dragage, nous allons avoir environ 9 mètres. Et donc, nous avons une rampe pour les navires RoRo, nous avons des bouches d'incendie, ainsi de suite. Donc, ça, c'était pour présenter rapidement le terminal à conteneurs, pour apporter un éclairci pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Maintenant, en ce qui concerne la procédure d'exploitation et d'embarquement, nous avons présenté cette procédure en matrice. Une matrice qui regroupe 6 colonnes et 5 lignes. Donc, je vais donc développer cette matrice et c'est la quintessence de toute la présentation. Alors, je commence par la gauche vers la droite et je commence de la A vers la lettre E. Donc, pour la première étape de l'embarquement dans le terminal à conteneurs, imaginez que nous avons une situation où un navire arrive à Douala pour la première fois. Et donc, il va nous annoncer son arrivée dans le terminal à conteneurs avec ce qu'on appelle un avis d'arrivée du navire. En général, ce sont les lignes maritimes qui envoient ces informations au terminal à conteneurs. Et donc, ces informations vont contenir quoi? Ils vont contenir la taille du navire, son code du navire, la longueur, la capacité du navire, le nombre de grues, si le navire est menu de grues bord. Et puis, nous allons à la deuxième étape intégrer ces informations dans notre système. Donc, ces informations sur les caractéristiques du navire vont être intégrées dans le système d'exploitation pour créer ce qu'on appelle l'escale. Et donc, cette escale créée va nous permettre de préparer l'arrivée des conteneurs à l'export et les listes des conteneurs qui vont être également pris en compte à l'import. Et donc, dès que cela est fait, dès que l'escale a été créée, il y aura une demande de création de cette escale dans CAM 6, puisque la ligne maritime qui fait venir le navire pour une première fois, il y a les systèmes qui vont entrer en jeu sont les systèmes de la ligne maritime, le système du terminal à conteneurs et le système CAM 6 pour préparer cette escale. Et dès que cela a été fait dans CAM 6, il y a une validation de cette escale qui sera faite à la douane par un officier ou un opérateur de douane. À la suite de la procédure, la deuxième colonne, nous allons donc confirmer l'ETA du navire à la conférence portuaire. C'est-à-dire, il y a un agent de la ligne maritime qui va se rendre à la conférence portuaire pour confirmer l'estimé du temps d'arrivée du navire. Cette information est capitale parce que c'est elle qui va permettre de déclencher les procédures d'ouverture des guérites. Donc, la ligne va commencer à faire des bookings, des réservations d'espace
dans le navire qui est annoncé. Donc, les chargeurs qui chargent dans ce navire vont aller vers la ligne maritime à travers le site Internet ou pour certaines lignes maritimes qui n'ont pas mis en place une plateforme électronique. Ils iront sur la ligne maritime pour faire valider ces bookings qui sont prévisionnels pour l'instant, qui sont au début prévisionnels. Et donc, cette information ayant été validée dans le booking, nous allons créer ces navires dans notre planning d'accostage. Nous allons donc communiquer à tous les membres de la communauté portuaire le planning d'accostage de ce navire avec l'ouverture des guérites. Et la règle d'ouverture des guérites voudrait que la guérite soit ouverte 6 jours avant l'arrivée du navire. En réalité, c'est 6 jours d'ouverture. Mais dans la pratique, nous ouvrons 7 jours avant et nous fermons 1 jour avant l'arrivée du navire. Et dans l'intervalle de 24 heures qui sont réservés pour la préparation d'escale. Cet intervalle-là est défini par le règlement d'exploitation, par les règles de closing time, c'est-à-dire lorsqu'un navire est attendu, il faut un intervalle de temps pour préparer sur le terrain de manière physique les conteneurs qui vont être embarqués dans cette escale. Et donc, la guérite ayant été ouverte, nous allons recevoir de la ligne maritime les prévisions d'embarquement. Les prévisions d'embarquement qui sont en fait les confirmations des bookings que les chargeurs ont fait dans cette escale. Ce sera la première condition pour accepter le conteneur. Deuxième condition, nous allons recevoir de la douane un bon à entrée-export. C'est un document électronique qui est la résultante des validations, des déclarations que le chargeur aurait fait chez la douane. Et donc, pour confirmer que le conteneur est bon, la douane va nous envoyer à travers notre passerelle de communication cette information que nous appelons bon à entrée-export. Et troisièmement, le client va se présenter au guichet de la RTC pour payer ce qu'on appelle les terminal handling charges, tout ce qui est manutention terre, c'est-à-dire un relevage, l'acconnage et quelques jours de stationnement en fonction de l'ETA du navire. Et cela étant fait, nous allons délivrer, c'est-à-dire que c'est la troisième colonne, la ligne B, nous allons délivrer au chargeur le BEE. Le BEE, en fait, c'est le bon d'entrée à l'export. Et ce document va permettre au chargeur d'envoyer son conteneur au site de scanning. Là, c'est la nouvelle procédure de scanning qui voudrait que les conteneurs export soient scannés au 4e scanner qui est à l'extérieur du terminal et qui se trouve sur la place de l'UDIAC. Donc, c'est à partir du BEE que le chargeur va se rendre au scanner pour faire l'opération de scanning. Et dès que cela sera fait, la SGS, qui est le 4e acteur dans cette procédure, va remettre au camionneur le ticket de scanning. Et simultanément, le système de la SGS va envoyer à notre système d'exploitation un message pour nous dire que le conteneur est scanné. Et donc, le bon scanning sera donc enregistré dans notre système et le camion pourra, dès cet instant, s'amener à nos guérites. Il va se présenter donc à nos guérites. Et puis, dans CAM6, nous allons faire une demande d'entrée parce que à l'export, il faut que la demande d'entrée soit validée pour qu'à la fin de la procédure, que le rapport d'embarquement puisse être également édité. Donc, nous allons donc faire une demande d'entrée dans CAM6 et dans notre système d'exploitation qui est Nevis, nous allons saisir l'enregistrement de l'entrée du conteneur. Le camion va rentrer dans le terminal, nous allons le décharger sur le terminal et nous précisons ici qu'il entre au terminal suivant la procédure d'ouverture des guérites, c'est-à-dire qu'il se présente au moment où l'escale est ouverte. Et donc, la guérite est prête à accueillir ce conteneur pour cette escale-là. Et donc, cela étant fait,
nous allons décharger le conteneur sur le terminal, lui donner une position pour son embarquement et remettre au camionneur un document qu'on appelle procès verbal de prise en charge, export. Et donc, c'est à la guérille de sortie que le camionneur va récupérer ce procès verbal de prise en charge. Ça, c'est pour terminer avec la partie de réception du conteneur. Dès cet instant, nous allons recevoir de la ligne maritime un plan de chargement. Le plan de chargement qui va nous indiquer pour l'escale attendue, la configuration des cellules navire et les positions où nous devons charger les conteneurs pour garder le navire équilibré. Et nous allons donc intégrer ce plan-là dans notre système d'exploitation pour avoir une image réelle de ce que nous allons faire. Et donc, le navire va donc confirmer sa montée au niveau de la conférence portuaire. Le navire va accoster et la ligne maritime va nous envoyer la liste d'embarquement définitive. C'est-à-dire que lorsque les conteneurs sont entrés pour une escale précise, à la fin de la réception, la ligne indique au terminal quels sont les conteneurs qui vont effectivement embarquer. Et cette information est accompagnée de la VGM, c'est-à-dire du poids du conteneur pesé. Et donc, parfois, il arrive que tous les conteneurs qui sont entrés pour une escale n'embarquent pas pour des raisons multiples. C'est pour ça que la ligne, à la fin, envoie une liste définitive pour embarquement. Et dans cette liste-là, sera traitée au terminal à conteneurs. Nous allons préparer les embarquements en fonction des destinations, en fonction des poids et en fonction des tailles. Et en ce moment, nous allons faire une simulation de chargement. Nous allons simuler le chargement de ces conteneurs-là dans le système d'exploitation. Nous allons renvoyer à la ligne maritime une prévision de chargement pour que la ligne valide le plan tel que nous l'avons simulé. Donc, ceci permet de vérifier que nous avons respecté les instructions de chargement et les consignes telles que le plan initial a été prévu. Et donc, cela étant fait, nous allons commencer les embarquements physiques des conteneurs, de tous les conteneurs qui sont bons à embarquer. C'est-à-dire qu'ils sont bons sur le plan de la ligne maritime, ils sont bons sur le plan douanier, ils sont également bons sur le plan du terminal à conteneurs, c'est-à-dire ayant payé toutes les charges de manutention et relatives. Ceci étant fait, la ligne maritime va faire une demande de chargement dans CAM6. Et automatiquement, le système CAM6 va confirmer la demande de chargement. Et nous allons, au terminal à conteneurs, finaliser les embarquements. Pendant ce temps, nous communiquerons continuellement à la ligne maritime les informations relatives aux embarquements. De telle sorte que s'il y a des conteneurs qui ont été bloqués ou saisis, la ligne maritime a le temps d'interdire son embarquement. Et donc, nous communiquons à la ligne l'évolution des opérations d'embarquement et la cadence que nous faisons sur le navire pour pouvoir estimer la sortie probable du navire. Et donc, à la fin de l'opération, nous allons communiquer également à la ligne maritime ce qu'on appelle le Terminal Departure Report. Il s'agit ici de tous les documents relatifs à l'escale. Ce sera ainsi la liste des conteneurs qui ont été embarqués, le plan respecté et puis le tableau différentiel qui montre les différentes tailles, les types de conteneurs et autres. Cela étant fait, nous allons entrer dans le système CAM6 et déposer un rapport de chargement. Nous allons déposer le rapport de chargement dans CAM6 qui sera donc validé automatiquement. Et c'est la validation de ce rapport de déchargement qui permettra d'éditer le manifeste export. Et donc, le manifeste export est
pour nous la dernière étape du processus d'embarquement. Donc, voilà de manière sommaire le synoptique d'embarquement des conteneurs pour ce qui est de la régie terminale à conteneurs. C'était ainsi présenté pour nous la procédure d'embarquement de bois à l'exportation. Je vous remercie. Bien, merci, M. Adeti. Nous sommes vraiment ravis de la qualité de la présentation, surtout que ce schéma synoptique nous permet vraiment d'avoir, pour ceux qui ne le savaient pas encore, une vue très détaillée de toutes les étapes par lesquelles votre structure passe dans le cadre de la prise en charge des marchandises à l'exportation. Que ce soit de la prise en charge du navire depuis l'escale, les procédures intermédiaires relatives au dédouanement, relatives au scanning et bref, toutes les parties prenantes qui interagissent au niveau du terminal à conteneurs. Vous avez des activités spécifiques ou des procédures spécifiques avec des livrables bien précis que vous délivrez dans le cadre des opérations logistiques qui sont les vôtres. Nous allons vous prier de rester en ligne au cas où des aspects spécifiques seraient sollicités par les webinaristes pour éclairage. Donc, il ne nous reste plus qu'à passer la parole au dernier panéliste. Il s'agit du représentant du port autonome de Kribi, M. James Edongue Arthur. Il est manager de transport et logistique commerce international. Il est actuellement en charge du département de l'analyse et des statistiques, ainsi que l'exploitation et la régularisation des activités portuaires au port autonome de Kribi. Donc, il aura donc la responsabilité de nous entretenir sur les formalités inhérentes à l'exploitation du bois de ce côté du pays. Nous rappelons que le port autonome de Kribi est le deuxième port qui s'occupe des exportations de bois au niveau du... Monsieur Edongue, vous avez la parole. Merci, bonjour chers participants, bonjour Monsieur Fawzi, bonjour à tous. J'espère déjà que vous m'entendez. Oui, bonjour, nous vous entendons. D'accord. Merci déjà d'avoir fait participer le port de Kribi à cette présentation. Je vais donc partager mon écran, si vous me le permettez. Alors. Je voudrais vous demander si vous avez mon écran en vue. Oui, la présentation est disponible. D'accord, c'est parfait. Bonjour une fois de plus, je suis Edongue James Arthur du port autonome de Kribi. Il m'a été mandaté de vous entretenir sur la procédure d'embarquement du bois au port de Kribi. Et il convient déjà de signaler ici au demeurant que cette présentation est une compilation des process de tous les acteurs intervenant dans la chaîne d'embarquement du bois de Kribi. Il s'agit notamment des parcs d'embarquement. Nous avons 3 gestionnaires de parcs actuellement parce que le port de Kribi a décidé donc de libéraliser l'activité donc du gestionnaire de parc. Nous avons également les concessionnaires des terminaux. Nous avons le terminal à conteneurs qui est géré par l'opérateur KCT, le terminal conventionnel qui est donc polyvalent, qui est géré par KMT. Et nous avons les opérateurs de scanning, l'opérateur du scanning transatlantique et le PAK, qui sont vraiment les principaux intervenants dans cette procédure. Alors, on va passer à la deuxième page, c'est problématique. J'espère que vous m'entendez toujours parce que j'ai des problèmes à faire passer les slides. Je pense que là, ça va mieux. Oui, c'est OK. Merci. La présentation sera articulée autour de 6 points. Donc, le premier point sera consacré au rappel de quelques préalables importants à connaître avant l'embarquement des marchandises.
Puis, nous ferons un focus sur la procédure proprement dite, avec, c'est-à-dire allant du point 2 au point 6. Il s'agit en fait du trajet actuel que le chargeur ou son mandataire doit effectuer sur la place portuaire de crédit. Vraiment, pour aller un peu plus court, il s'agit de l'accomplissement des formalités de redevance marchandises qu'il faudra régler au niveau de la plateforme portuaire de crédit PAK. Nous avons également l'accomplissement des formalités d'accounage et de manutention près des concessionnaires des terminaux. Nous avons également l'accomplissement des formalités de scanning auprès de Transatlantique. Et pour finir, donc, une fois que toutes ces formalités sont faites, nous avons les formalités de livraison au terminal pour embarquement. Nous commençons par les préalables. En ce qui concerne les préalables, ces préalables consistent en réalité en la prise en compte de 3 données primordiales avant l'embarquement du bois. Il s'agit notamment au point 1 du stockage de votre bois prêt à être embarqué en parc d'embarquement, s'il s'agit du bois normalement conventionnel, et s'il s'agit, n'est-ce pas, du bois en conteneur, il faudrait que le conteneur soit déjà scellé et prêt à être transféré dans le terminal à conteneur. Il faudrait dire ici que le port de Crébier a encore libéralisé, donc nous avons 3 parcs à bois, comme je vous l'ai fait savoir. Nous avons APM, nous avons le parc SEPBC et nous avons le parc KISS, qui est le tout dernier, qui sont des parcs d'expédition, des parcs d'embarquement du bois, et c'est également des gestionnaires de bois. Donc, il est donc très important de comprendre que votre bois doit être stocké en ce qui concerne donc le bois en conventionnel. Il doit être stocké dans l'un des parcs pour tous les opérateurs, en fait. En point 2, il s'agit en préalable pour le chargeur ou son mandataire d'avoir déjà obtenu son BAE douane, et même l'élément déclencheur de toute la procédure d'embarquement. Cela suppose que toutes les formalités du commerce extérieur partant, n'est-ce pas, des préalables de dédouanement de la marchandise en passant par le pré-dédouanement ont été effectués déjà. Et je pense que tous les précédents intervenants ont pu faire la lumière donc déjà sur ces préalables. Et en point 3, le mandataire chargeur doit être en réalité autorisé à effectuer ses opérations au port de crédit. Et cela suppose qu'il a souscrit un cahier des charges pour effectuer l'activité de commissionnaire de transport ou transitaire. Et l'obtention de cette autorisation vous donne automatiquement droit de disposer d'un compte dans le système d'information portuaire du port de Crédit pour effectuer vos formalités ou opérations d'enlèvement ou de livraison des marchandises par voie dématérialisée. Donc, l'élément déclencheur ici est bien évidemment le BAE. Et une fois que vous obtenez votre BAE, vous vous lancez directement dans la procédure opérationnelle qui va consister à transférer votre marchandise ou votre conteneur soit dans le terminal polyvalent, soit dans le terminal à conteneur. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première formalité qui est déjà celle de la redevance PAK. S'il vous plaît, il y a un intervenant qui a laissé son micro ouvert. Je pense que... D'accord, là, je le calme. Alors, là, il s'agit de la première formalité, donc la formalité... S'il vous plaît, les organisateurs, est-ce que vous pouvez fermer les micros de ceux qui ne sont pas en train de parler? C'est fait, vous pouvez poursuivre, je vous en prie. Merci. Alors, en ce qui concerne donc le port autonome de Crédit, lorsque vous lancez donc dans une opération d'embarquement, soit par le terminal à conteneur, soit par le terminal polyvalent, il vous faut, je parle, n'est-ce pas, pour les chargeurs ou encore les mandataires, c'est-à-dire la première procédure, c'est déjà de veiller à ce qu'il y ait une facturation, un paiement de la redevance aux marchandises via Ligus. Donc, il s'agit de la première formalité, et cette formalité donc demande tout simplement à ce que en ce qui concerne le bois en conteneur, fournir donc le rapport d'empotage, le certificat d'empotage, la déclaration en douane et le BESC, à l'exception donc du transit. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, le bois en grume conventionnel, il faut fournir le bulletin de spécification, le BESC et la déclaration. Donc, une fois que vous avez donc transmis donc l'ensemble de ces documents
vous avez donc votre facture de la redevance marchandise au PAK qui vous est donc éditée, qui vous est émise. Et une fois que vous avez donc cette facture-là, vous pouvez décider de la régler donc par virement bancaire. Vous pouvez vous rendre directement au niveau de la caisse du port autonome de crédit pour régler. Ou alors, grâce à cette facture, vous pouvez vous décider de continuer à opérer avec les autres opérateurs, les concessionnaires de terminaux également, pour payer donc les frais d'accollage ou de manutention et continuer votre procédure jusqu'à la fin. Donc là, juste avec déjà la facture de redevance marchandise PAK, vous avez la possibilité de continuer votre trajet. Et le prochain trajet concerne les formalités d'accollage et de manutention. En ce qui concerne donc ces formalités, il s'agit déjà de la formalité liée au bois en conteneur. Il faudrait fournir, suivant donc un ensemble, n'est-ce pas, de documents, déjà la déclaration en douane, l'ordre de transit, la facture et le justificatif de paiement et copie originale du BL auprès de Crédit Conteneur Terminal qui gère exclusivement le terminal à conteneur pour vous voir délivrer en fait la facture manutention, la facture accollage cassité. Et une fois donc que cette facture est prête, il faut tout simplement la régler en présentant cette facture. Une fois que vous l'avez réglée, vous avez à présenter le bon à embarquer douane avec mention du nom du navire, pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, le reçu de paiement et le BEE de l'opérateur du terminal cassité, qui est le bon d'entrée-export. Et à partir donc de ce bon d'entrée-export, une fois que vous présentez donc votre VGM, Verified Gross Weight, vous pouvez donc obtenir votre Gate Pass Export. Et votre Gate Pass Export vous donne directement accès à la livraison de votre conteneur de bois directement dans le terminal à conteneur. Donc, une fois donc que vous avez payé, une fois que vous avez donc déjà votre facture, donc PAK, vous avez par la suite votre formalité d'accollage et de manutention qui est payée. Vous avez obtenu votre Gate Pass. À ce moment-là, il vous est déjà possible, n'est-ce pas, de pouvoir appeler votre conteneur pour une livraison directement dans le terminal. Mais avant de continuer, étant donné que nous avons deux terminaux, comme je vous l'ai tantôt dit, le terminal donc polyvalent et le terminal à conteneur, nous allons tout simplement passer à la procédure donc sur le terminal polyvalent. Et sur le terminal polyvalent, la facturation, le paiement des frais de manutention chez KMT, qui est l'opérateur du terminal polyvalent, se fait en deux temps. Nous avons la facturation de manutention bord, qui doit être payé par l'agent maritime qui recrute le fret. Et par la suite, vous avez la facturation de manutention terre qui doit être payée directement par le chargeur ou son mandataire. Alors, en ce qui concerne le cas présent, qui est le paiement de la manutention bord, il faut présenter le navire, c'est-à-dire avant l'arrivée donc du navire, vous avez donc l'agent maritime qui doit fournir le booking. Et par la suite, donc, il y a une facturation déjà qui est faite au niveau de KMT. C'est une préfacturation qui est faite donc par KMT. Et à l'issue donc de cette facturation, il faudrait payer, n'est-ce pas, sur cette facturation pro forma. Et par la suite, donc, vous obtenez, n'est-ce pas, le hockey commercial de KMT. Ce hockey commercial veut tout simplement dire que le navire qui est en train d'arriver a donc payé, n'est-ce pas, a déjà fait un acompte en fonction de son booking, l'ensemble donc du bois à embarquer et peut déjà accoster pour ses opérations commerciales. Et par la suite, donc, pour finir avec les frais que l'agent maritime doit payer à la fin maintenant du chargement, nous avons un document que cet agent maritime doit fournir, qui est le Final Loading, qui doit fournir qui rassemble, qui finalise et qui donne l'information, n'est-ce pas, définitive sur l'ensemble de la cargaison qui a embarqué effectivement dans le navire. Et à l'issue de cela, donc, il peut avoir un différentiel entre ce qui a été payé, n'est-ce pas, avant l'accostage du navire et ce qui a réellement été embarqué. Et s'il y a un surplus, il y aura une facture additive. Et si c'est en moins, il y aura un avoir tout simplement qui sera établi donc de KMT vers l'agent maritime. Donc, tout ce processus permet tout simplement déjà de fournir dans la facture définitive, n'est-ce pas, que l'agent maritime doit payer.
Et une fois donc qu'il a payé, il a son reçu, n'est-ce pas, de paiement. Et par la suite, donc, le navire est libre de quitter donc les quais. Toujours en ce qui concerne donc les formalités d'accollage de manutention, nous avons, comme je vous l'ai dit tantôt, la manutention bord qui doit être payée par l'agent maritime et nous avons la manutention terre qui doit être payée par le transitaire. Donc, les transitaires individuellement donc, payent cette manutention terre en fonction des lots de bois qu'ils ont eu à stocker au niveau donc, des parcs bois. Et pour se voir établir donc, une facture de manutention terre, ils doivent fournir un ensemble de documents. Nous avons la spécification, nous avons le phytosanitaire, nous avons le bulletin de taxation SGS, la déclaration douane, la quittance de paiement des droits de douane. Nous avons le bulletin d'embarquement, le BAE douane et le BAE PAK. Alors, le BAE PAK suppose ici que en fait, l'opérateur, une fois qu'il a eu la facture, doit payer absolument donc la redevance marchandise PAK. Et c'est grâce à cette marchandise PAK que le PAK établit effectivement les données finales qui consistent en lister en fait l'ensemble de données qui doivent être embarquées, n'est-ce pas, sur le navire. Et s'il n'y a pas le BAE de la douane ou le BAE PAK, une facture ne peut pas être éditée donc au transitaire. Mais une fois que c'est fait, donc la facture manutention terre est donc émise. Et une fois que cette facture est payée, l'opérateur du terminal donc polyvalent qui est Crédit Multipurpose Terminal établit donc également un BAE KMT. Donc BAE douane, BAE PAK et BAE KMT. Et une fois que le BAE KMT est donc disponible, KMT communique en fait à l'ensemble des parcs à bois le signal pour pouvoir commencer à transférer l'ensemble, n'est-ce pas, des conteneurs de bois de leur parc jusqu'au quai. Ça, il s'agit donc ce transfert donc jusqu'au pointage du quai, donc concerne la manutention terre qui est payée ici là par le transitaire. Et une fois que la manutention est faite pour la mise à bord, il s'agit du paiement de la manutention bord qui a été effectuée précédemment donc par l'agent maritime. La prochaine étape, en fait, concerne les formalités de scanning. En ce qui concerne le scanning s'applique uniquement aux marchandises, donc en conteneur. L'opérateur du scanning, ici le concessionnaire, c'est Transatlantique qui a l'exclusivité du scanning au niveau de la place portuaire de Crédit. Étant donné qu'il s'agit donc d'un export, il faut fournir, je parle bien sûr du chargeur ou de son mandataire, il devrait fournir le bill of lading et le certificat d'empoutage pour se voir donc délivrer une facture de scanning. Et une fois que cette facture donc est réglée, l'opérateur du scanning donc émet un bon de scanning. Et ce bon de scanning donne également la possibilité et le droit à cet opérateur donc de faire entrer son conteneur au niveau de la place portuaire de Crédit pour pouvoir refaire son scanner export qui se trouve à l'intérieur donc du port. Alors, les formalités d'accès au niveau du port de Kribi. Donc, pour revenir un peu en arrière, nous supposons que le trajet, nous avons le BAE de la douane qui a déjà été donné. Par la suite, vous avez soit eu la facture et idéalement même payé les redevances marchandises PAK. Vous êtes rendu auprès donc, du terminal à conteneurs, c'est-à-dire chez KCT ou du terminal polyvalent pour pouvoir donc régler votre facture d'acconnage de manutention. Et maintenant, vous avez payé votre scanning. Une fois que toutes ces étapes-là ont été faites, il s'agit maintenant pour vous d'avoir une autorisation d'accès, n'est-ce pas, au niveau de la place portuaire de Crédit pour livrer votre marchandise pour embarquement. Alors, la première étape ici concerne en fait le cas du conteneur. Et pour le cas du conteneur, il vous faut déjà avoir accès au système d'information portuaire. Il y a peut-être aussi lieu de signaler au demeurant ici que l'ensemble des formalités d'embarquement des marchandises, formalités d'embarquement, formalités d'enlèvement ou de livraison se font, n'est-ce pas, via le système d'information portuaire. Alors, nous avons deux cas qui se présentent. Tous les opérateurs déjà doivent être autorisés, tous les transitaires, les chargeurs ou les mandataires doivent être autorisés donc à effectuer leurs activités donc, de commissionnaire de transport ou de transitaire donc, au niveau du port de Crédit par le respect du cahier des charges et l'autorisation du directeur général. Une fois que c'est fait,
vous avez normalement vraiment le OK pour pouvoir avoir votre SIP, c'est-à-dire vos codes SIP, et par la suite, vous pouvez effectuer donc vos formalités sans problème. Alors, il y a certains opérateurs donc qui ont leurs accès journaliers en dehors d'avoir déjà l'autorisation du PAK. Alors, ceux-là doivent renseigner automatiquement, c'est au niveau de la bande orange, ceux-là doivent renseigner donc le plan de chargement. Le plan de chargement, donc dans le système d'information portuaire, il s'agit du nom du chauffeur, du numéro d'immatriculation non national remorque ou du véhicule de transport. Et effectivement, en dehors du nom du chauffeur, le nom même de l'occupant, c'est-à-dire de l'accompagnateur du chauffeur. Donc, une fois que vous renseignez cela, vous devez automatiquement cliquer pour avoir accès donc à votre facture d'accès générée dans le SIP. Et puis, une fois que vous réglez, vous avez directement votre code d'accès au port de crédit. Par contre, pour ces opérateurs-là qui ont les accès permanents, ils n'ont plus besoin donc de payer leur accès. Alors, eux, ils remplissent juste, ils renseignent leur plan de chargement, c'est-à-dire le nom des chauffeurs, le nom d'immatriculation, n'est-ce pas, des véhicules. Et il est aussi important de comprendre que l'ensemble, n'est-ce pas, des véhicules appartenant à tous ceux qui sont autorisés sont déjà renseignés donc, dans la plateforme du système d'information portuaire. Donc, pour ces opérateurs, il suffit juste qu'ils cliquent sur le véhicule et qu'ils renseignent tout simplement le nom de la personne qui devra avoir donc accès, n'est-ce pas, à la place portuaire pour le renseigner dans la plateforme. Une fois que la demande donc, est effectuée, vous avez votre code d'accès qui est généré. Et à ce moment, donc, vous pouvez, n'est-ce pas, diriger votre camionneur et votre camion vers le port de crédit. En ce qui concerne les formalités d'accès pour livraison pour le conventionnel, là, à ce moment, il ne s'agit que pour le transitaire ou le commissionnaire de transport d'opérer. Là, c'est une tâche qui incombe aux gestionnaires de parc. Les gestionnaires de parc aussi ont des préalables pour pouvoir effectuer leurs opérations. Il faut qu'ils soient autorisés à exercer l'activité de gestionnaire de parc dans la circonscription du port de crédit. Et cela leur donne la possibilité de disposer directement de comptes SIP et de disposer, n'est-ce pas, d'accès permanent. Donc, pour l'heure, il est plus avantageux pour les gestionnaires de parc d'avoir des accès permanents pour leurs camions dans le port de crédit. Et une fois que KMT, qui est l'opérateur donc, du terminal polyvalent, a donné son OK pour les transferts, donc c'est chaque parc qui rentre dans le système d'information portuaire et qui renseigne la flotte de véhicules et les chauffeurs en opération de transfert. Et par la suite, ils ont une demande d'accès donc, qui est faite au niveau de la plateforme XIP et automatiquement, le système génère donc, un code d'accès qui leur donne donc accès, n'est-ce pas, au port de crédit et au terminal polyvalent. Alors, le code d'accès donne accès, comme je vous l'ai dit, au port de crédit. Ça veut dire au niveau des guérites du port de crédit, au niveau de l'entrée nord, qui donne directement accès au terminal polyvalent. Et au niveau du terminal polyvalent, pour rentrer dans ce terminal, il faudra tout simplement présenter le BAE, qui est le bon à embarquer KMT. Voilà ainsi les formalités d'accès pour livraison donc, du bois en conventionnel dans le terminal polyvalent. En ce qui concerne maintenant la livraison du terminal pour embarquement, une fois donc que tout cela a été fait, vous avez réglé l'ensemble donc des opérateurs. C'est le côté opérationnel qui doit fonctionner parce que la configuration du port de crédit fait qu'il existe 35 km entre la zone commerciale et administrative dans le centre-ville de crédit et la zone opérationnelle donc, qui est au niveau du port. Donc, une fois que vous avez eu, n'est-ce pas, en ce qui concerne le camion que vous voyez avec le conteneur qui doit avoir accès au terminal à conteneur, une fois que vous avez eu votre BAE douane, une fois que vous avez eu votre Get Pass pour accéder au terminal à conteneur, une fois que vous avez votre code d'accès, vous donnez donc le OK à votre camion pour qu'il puisse avoir accès donc, au terminal, au port déjà de crédit et au terminal. Donc, nous avons le plan de circulation dans le port qui se présente au milieu. Ça veut dire qu'une fois que vous arrivez, n'est-ce pas, au niveau du terminal, normalement, vous avez un certain nombre de documents. Déjà au niveau du port de crédit, au niveau de la Gate Nord, vous avez un certain nombre de documents à produire. Vous avez le code d'accès, comme je vous l'ai dit, vous avez votre Gate Pass, vous avez votre CMI qu'il faut présenter. Ça, c'est la partie qui incombe au camionneur. Et au niveau de la guérite du terminal à conteneur, vous avez les Gate Pass législatifs de paiement de scanning. Donc, ceci dit, le camionneur, en ce qui concerne son parcours, il rentre donc par la guérite principale du port de crédit par la guérite nord
il part scanner d'abord sa marchandise au niveau du scanning chez Transatlantique en présentant donc tout simplement son justificatif de paiement de scanning. Et une fois que ce scanning export est fait, le camion se dirige vers l'accès du terminal à conteneur. Et une fois au niveau de la guérite, il suffit juste de présenter son gate pass et son justificatif de paiement scanning pour avoir donc accès au terminal à conteneur. Et une fois que la marchandise au terminal à conteneur, il est donc stocké, prêt à partir, prêt à embarquer par le prochain navire en fonction, n'est-ce pas, du booking que vous avez eu à sélectionner. En ce qui concerne le polyvalent, je l'ai dit tantôt, les gestionnaires de parc s'occupent donc du transfert. Une fois que le navire est à quai, du transfert, n'est-ce pas, des parcs à bois directement vers les quais pour un embarquement donc du bois sur le terminal polyvalent, sur le navire autant pour moi. Donc, au niveau donc, du parcours, vous avez un stock au niveau de la guérite sud. Par la suite, vous avez un stop, n'est-ce pas, au niveau donc, de la guérite de l'opérateur du terminal en lui présentant votre BAE, le bon à embarquer KMT. Et une fois, vous avez donc accès au niveau des quais pour embarquement direct dans les navires. Il s'agissait là du mouvement d'entrée au port de Kribi, avec un constat visuel, le plan de circulation dans le port et les différents contrôles documentaires qui sont faits. Et pour terminer, en guise de conclusion, le port de Kribi a cette faculté-là de travailler en synergie avec l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur le passage de la marchandise. Et là, nous avons proposé un ensemble de points forts qui peuvent vous aider à faire passer votre bois, non en ce qui concerne le conventionnel ou en ce qui concerne le bois en conteneur. Nous avons le point focaux de la douane, du Minforce, du Minader, du port autonome de crédit, de KCT, de KMT, de Transatlantique et les trois parcs bois actuellement en opération opérationnelle au niveau de la plateforme du port de crédit, à savoir SEPBC, APM et KISS. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci, M. Edongé, pour la qualité de la présentation. Nous avons été suffisamment édifiés sur les formalités qui se passent au niveau des tribus relativement à l'exploitation du bois. Vous avez notamment beaucoup insisté sur la facturation, sur la procédure de manutention, les procédures de manutention civile au terminal à conteneur chez KCT que chez KMT au niveau du terminal polyvalent. Sans oublier par les formalités d'accès qui permettent aux différents acteurs logistiques de faire des opérations à l'intérieur du port de Kribi. Vous avez terminé en nous promettant les contacts utiles. Je rappelle que toutes les présentations seront partagées à tous les panélistes, à tous les webinaristes, ce qui fait que les contacts que vous avez affichés il y a quelques instants seront disponibles pour les invités. Nous avons pris suffisamment de temps pour ce qui concerne les présentations. Il nous reste, selon le temps imparti, une quinzaine de minutes pour pouvoir revenir sur un certain nombre de questions. Nous espérons que, comme hier, les acteurs les webinaristes auront eu à poser suffisamment de questions pour permettre que les uns et les autres comprennent davantage ce qui est là. L'objectif étant qu'on sortit d'ici, que tous ceux qui ont participé soient suffisamment outillés pour les exportations de bois. Je vais rappeler également que toutes les questions relatives à est-ce qu'on peut mettre à disposition la documentation, la réponse est oui. Donc, nous vous prions de prendre ça en considération et de ne pas nous saturer avec cette question référente. Donc, merci encore à tous les panélistes pour la qualité des différentes présentations. Et nous allons ouvrir donc le panel à la discussion. Ceux qui veulent poser des questions lèvent la main et comme ça les organisateurs vont passer et ouvrir le micro pour parler. Je vois M. Hippolyte Foguin qui a levé la main. Allô? Oui, M. Foguin, je vous écoute. Ah oui, bonsoir M. Abdoulaye, bonsoir à tous.
vraiment, je suis déjà ravi vraiment pour l'ensemble des présentations. Vraiment, je salue en fait, la qualité des différents exposés. Ma préoccupation, c'est à M. Ismaïla Mustafa du CNCC. Monsieur Ismaïla, à la suite de votre présentation, nous avions déjà notre problème qui a été posé déjà à travers des mails, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas une réponse, c'est-à-dire que concrète face à cette situation. Nous avons un exportateur, un fournisseur de l'Algérie qui aurait souhaité que nous payons les frais du BSC ici au Cameroun. C'est-à-dire que, bon, dit-il, le paiement des services depuis l'Algérie n'est pas possible. Donc, lui, il aurait souhaité faire tout le nécessaire là-bas, et que nous payons directement ici, là, au CNTC. Est-ce que déjà c'est possible? Ma deuxième préoccupation, c'est que nous avons essayé en tant qu'importateur ici au pays de créer un compte BESC. C'était à la suite justement de ce cas de notre fournisseur, plus précisément Fadeco, pour ne pas le citer, depuis l'Algérie. Nous avons essayé de créer notre compte BESC dans l'optique de faire le paiement, mais nous sommes rendus compte à la fin que ça n'a pas été possible, puisque nous n'avons pas eu de code d'accès et puis la validation n'a pas été possible. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de payer les frais d'un BESC import à partir du Cameroun? Et deux, est-ce que c'est possible pour un importateur de créer, en fait, d'avoir un compte BESC import? Bien, merci, M. Fauvin. Merci à vous. Nous allons passer la parole au CNCC qui va apporter des éléments de réponse avant de passer la parole à M. Bassirou qui a levé la main. Ok, merci, Monsieur Foisy. Alors, la création d'un compte en import, et bien compris, il parle de l'import. Ce n'est pas possible de payer le BEX à l'import directement au CNCC. Nous avons des partenaires en fonction de la zone géographique qui sont mandatés pour créer les BEX. Les seuls BEX qui se font directement au CNCC sont les BEX en régularisation. Les BEX en régularisation, ce sont les BEX que l'on fait lorsque le bateau est déjà arrivé au niveau du port de débarquement. Et ils sont pénalisés à 150% de frais. Donc, et c'est seulement ce compte-là que vous pouvez créer ici. Les comptes à l'import, port d'embarquement, tout se fait directement à partir du port d'embarquement. Donc, voilà les éclaircies que je peux vous apporter par rapport aux questions. Bien, merci. Est-ce que vous pourriez peut-être l'aider en lui donnant le correspondant pour l'Algérie? D'accord. Alors, s'il a son adresse mail, s'il peut me faire parvenir son adresse mail, je lui enverrai la liste de tous nos fournisseurs dans le monde entier. Je le ferai, M. Ismaïla. Oui. En fait, je comprends donc que pour ce cas précis, parce qu'il dit que c'est totalement impossible pour lui de faire un paiement de services à partir de l'Algérie. Nous avons été même d'ailleurs très surpris par rapport à cette préoccupation, parce qu'il insiste que comme ça, vraiment, il ne pourra pas payer à partir de l'Algérie. Donc, il aurait souhaité faire tout le nécessaire et bon, j'ai compris que ce n'était pas possible de payer au Cameroun aussi. Bon, en fait, nous allons retourner vers lui avec le correspondant dont vous auriez bien voulu, en fait, donc vous l'envoyer. De toutes les manières, M. Hippolyte, je vous invite à venir me voir ou alors je vous enverrai mon adresse mail à moi-même. Je vous invite à venir me voir directement et on verra ce qu'on pourra faire. Ok, monsieur. Ok, vraiment, merci pour votre réponse. Bien, merci, M. Ismaïla, pour cette réponse. Nous allons passer la parole à M. Mohamedou Bassirou. Monsieur Mohamedou Bassirou, si vous pouvez activer votre micro pour parler.
Il semble ne pas nous écouter ou peut-être qu'il a un souci technique. Bien, je ne vois pas d'autres mains levées. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette session. Je vais profiter donc, sauf si M. Bassirou réussit à régler son problème pour parler, repasser la parole aux organisateurs afin qu'ils fassent la session de clôture. Merci, M. Fawzi, de nous repasser la parole. Nous n'avons toujours pas M. Mohamedou Bassirou. Je vois M. Donza qui vient quand même de lever la main. Donc, peut-être passer la parole à M. Donza. D'accord. Monsieur Donza, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Vraiment, elle est enrichissante. Depuis hier, nous avons passé de très bons moments. J'espère que c'est partagé aussi. Donc, du coup, j'ai une question pour le CNCC. Je ne sais pas s'ils peuvent me répondre. Oui, allez-y, posez vos questions. Oui, je vous écoute. Oui, dans votre intervention, vous avez dit que le BEX pouvait se faire sur votre site directement, mais après, vous avez aussi dit que ça pouvait se faire sur eForce. Donc, je suis confus. Est-ce que finalement, ça se fait sur votre site ou alors ça peut se faire sur les deux sites? Alors, je n'ai jamais dit qu'on pouvait faire sur eForce. Hein. J'ai dit on charge les données depuis eForce. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli le numéro de suivi et autres contribuables, les données sont prises à partir de eForce vers notre base de données. Merci pour l'éclaircie. Bien, merci pour cette clarification. Je vais donc passer à moins une minute de la fin. Je vais passer la parole à M. Oubidita. Allô. Maman, bonjour. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Bien, merci, M. Fawzi. Merci à tous les panélistes et à nos webinaristes qui ont bien voulu prendre un peu de leur temps pour participer à ce webinaire sur les formalités d'exportation du bois. Les présentations, comme ça a déjà été précisé, seront disponibles sur notre portail https://www.guichetunique.cm. Nous avons un webinaire qui sera également organisé dans les prochaines semaines sur un autre thème qui vous sera précisé. Probablement les formalités d'exportation, cette fois-ci du cacao-café. Et il y en a d'autres qui seront organisés tout au long de l'année. Donc, nous vous remercions une fois de plus pour votre disponibilité au nom du directeur général